Salut tout le monde, bienvenue à ce 94e épisode du podcast Femmes de fer où la cinéphile créatrice en moi est totalement comblée. Je reçois la cinéaste et ancienne journaliste culturelle à Radio-Canada, Tania Lapointe. Son dernier documentaire, La fortune en papier, m'a totalement émue. Elle retrace les 2 dernières années de l'artiste Claude Lafortune et nous montre la beauté de l'homme derrière ses sculptures de papier. Tania est également productrice exécutive du film Dune, réalisé par son conjoint Denis Villeneuve. J'en ai donc profité pour mieux comprendre son rôle sur cette super production et le secret pour réaliser tous ses projets. On l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Chaque semaine, je m'entretiens avec l'une d'entre elles et j'espère vous partager sans retenue cette passion. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Salut Tania! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, contente de te voir, ça faisait longtemps. J'essayais de me rappeler la dernière fois qu'on s'est parlé ou qu'on s'est vu, puis je pense que ça fait trop longtemps. Mais je suis extrêmement contente de te retrouver, Tania, et je suis un peu émue, en fait, de te retrouver aujourd'hui parce que au début de ma carrière, tu étais une personne que j'admirais énormément dans ce que tu faisais. Par la force des choses, par la vie qui arrive, on se perd de vue, mais je t'ai toujours regardé de loin et j'ai continué à admirer ce que tu fais. C'est magnifique qu'on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai hâte de te parler de plein de choses et j'ai hâte de t'entendre parler de plusieurs sujets. Ben, tu sais, je trouve ça drôle que tu me dises ça parce que moi, je me souviens la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est parce que tu étais, je pense, encore à l'université. Tu m'avais demandé de faire une entrevue à la radio universitaire, je crois. Et puis après, c'est moi qui t'ai vu aussi évoluer dans ton cheminement qui a été super intéressant. Puis je me suis dit, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés avec une entrevue puis on se retrouve avec une entrevue. C'est vrai! Ah, j'avais pas fait le lien, c'est encore meilleur. J'adore ça, tu vois, on se tient au courant, mais ça nous prend quelques temps avant de se reconnaître. Écoute, je lance tout de suite le sujet parce que je viens de finir ton documentaire. Je viens de l'écouter, La fortune en papier. Et je voulais premièrement te remercier pour ce documentaire-là. Il m'a énormément touchée, émue. Même que je viens de le terminer tout juste et j'en pleurais. Tu as réussi à mettre en image quelque chose qui est probablement difficile à exprimer et je trouvais que via ce documentaire-là, c'était éloquent. Ça parlait de lui-même. Ça m'a énormément touchée et merci d'avoir mis cette personne-là, d'avoir remis cette personne-là dans ma vie, qui a touché ma vie. Comme tu l'as regardé, toi, quand tu étais jeune? Ah oui, je le regardais quand j'étais jeune. Puis ça fait partie de mon imaginaire, mais ça faisait tellement longtemps qu'il y a bien des détails qui me manquaient, à quel point cette personne-là était inclusive, ouverte, sans prétention. Bref, je pourrais continuer à en parler, mais j'ai le goût de t'entendre parler. Peut-être à la base, pourquoi tu as décidé de faire ce documentaire-là? Mais je veux d'abord te remercier pour ton compliment parce que moi, quand j'ai Claude Lafortune, quand j'ai amorcé le processus de tournage avec lui, il y a une chose qui me sautait aux yeux, en fait, qui se voit pas. C'est ça le problème, c'était sa bonté. Puis je me disais, comment on exprime la bonté à l'écran? Puis ça s'est fait par une multitude de rencontres, d'événements à travers ses œuvres en papier qui sont universelles, touchantes. Donc, je te remercie parce que c'est ça que j'essayais de faire. Puis la raison pour laquelle j'ai voulu faire le documentaire, c'est 2 raisons. En fait, c'est une curiosité, moi aussi, de savoir mais qui était cette personne qui a occupé mon enfance. Parce que moi aussi, je le regardais tous les dimanches matins, puis je voulais faire des sculptures en papier comme lui. Puis quand je l'ai rencontré, donc il y avait 81 ans, c'était en 2018. Je l'avais déjà interviewé, mais là, je suis allée à son atelier. Puis ça a été un coup de cœur amical. Puis je me suis dit, j'ai envie de faire un bout de chemin avec Claude Lafortune. Puis lui, sur le coup, il était pas certain parce qu'il disait que lui, il était pas glamour comme Céline Dion. Puis j'ai dit, on va faire un documentaire à ton image. Et donc, il a accepté. Puis c'était justement
d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des premières impressions qu'on a pu avoir à l'époque. Tu comprends? Des fois, je trouve que les gens restent figés dans le temps, puis on se dit, c'est vrai des gens, des personnalités publiques, c'est vrai des gens de tous les jours. Là. Des fois, on va recroiser quelqu'un qu'on n'a pas vu il y a très longtemps, puis cette personne-là a peut-être évolué, changé, ou il y a des choses qu'on va apprendre sur elle qui va nous permettre de la percevoir autrement. Puis pour moi, Claude Lafortune, c'était ça, c'était de montrer la profondeur et la complexité de qui il était, puis aussi de rendre hommage à ce qu'il a fait. Parce que j'ai l'impression, puis il dit dans le documentaire, lui, faisait des émissions pour enfants et donc il n'était pas pris au sérieux par le monde de la télé pour adultes. Il y avait vraiment une distinction à l'époque. Puis pour moi, je me disais, mais c'est un peu injuste, c'est un peu triste parce qu'il y a une telle richesse que même en 2021, le film est sorti à la fin 2020, mais encore en 2021, moi, je sens qu'on a à apprendre de Claude Lafortune. Oui. Je pense que ça va durer dans le temps. Il y a quelque chose d'universel puis qui peut continuer à nourrir le public qui va le découvrir. Donc, c'est vraiment toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte que j'ai voulu faire le documentaire, mais évidemment, je savais pas que j'allais filmer les 2 dernières années de sa vie. Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que, tu sais, je me dis, mais voyons donc, on a commencé à tourner en avril 2018. Puis moi, je m'étais dit, ça va être, je vais tourner une exposition, une rencontre. Puis c'est qu'il y avait toujours du nouveau. Il y avait toujours, bon, là, il recevait une médaille, il recevait un doctorat. Donc, il me disait tout le temps, Tania, quand est-ce que ça va finir? Puis je dis, ça va finir quand il n'y aura plus rien à raconter, il n'y aura plus rien à filmer. Puis il y avait toujours quelque chose. Puis, évidemment, ce qui a été un énorme choc pour moi, c'est quand Claude est décédé en avril 2020, donc 2 ans, presque jour pour jour après notre premier tournage. Puis là, j'ai senti la responsabilité de raconter son histoire. Puis tout ce que je voulais déjà faire, je me suis dit, c'est d'autant plus important maintenant parce qu'il est plus là. Il est plus là pour qu'on puisse le voir créer, parce que lui aurait continué à créer. Là. Il y avait encore des idées, puis il y avait une autre idée d'exposition. Donc, c'est ça. C'est une façon de le rendre immortel, même si c'était pas nécessairement son objectif. Je suis désolée, Claude, mais je t'ai rendu un petit peu plus immortel que ce que tu aurais souhaité. Et je trouvais ça aussi extrêmement puissant à quel point la force de ton documentaire pouvait nous montrer la complexité de son art, mais aussi ce que lui voulait exprimer via ses sculptures. Tu sais, et je trouvais ça super important quand il disait « Non, moi, je suis pas un bricoleur ». Mais j'ai l'impression que ça y a pris du temps avant de s'affirmer comme artiste, puis on le voit même son cheminement dans ton documentaire, à quel point les gens, non, t'es un créateur, t'es un artiste, puis on le voit même peut-être s'affirmer avec ça. Moi, en voyant toutes les sculptures que t'as mis de l'avant dans le documentaire, je me dis, mais moi, je vais dans des musées voir des sculptures, ça me touche énormément, puis là, tout d'un coup, je regardais ça, puis ça me donnait la même sensation. Puis ça m'a vraiment donné le goût encore plus de découvrir son art. Et puis ça m'a vraiment surpris. Puis je m'attendais à juste voir un documentaire sur une personne qui m'a touchée durant l'enfance. Puis tout d'un coup, j'ai fait non, je découvre un artiste et son cheminement créatif. Ouais. Et ça, c'est rare qu'on voit le cheminement créatif d'un artiste aussi près. Oui, puis qui a continué d'évoluer après ce qu'il faisait à la télévision, parce que moi, j'avais l'impression que ce qu'il avait fait... Je savais qu'il avait fait une exposition qui s'appelait Colle, papier, ciseaux, puis que j'avais pas vu en personne. Donc, je savais qu'il y avait eu une évolution, mais à force de côtoyer Claude, c'est que j'ai compris que d'une part, quand il était à la télévision, il faisait des œuvres qu'il devait faire rapidement, parce qu'il y avait les délais non seulement de production, mais les délais en ondes. Donc, s'il faisait quelque chose en direct, il y avait 40 secondes pour faire quelque chose. Alors, il pouvait pas y consacrer toute son attention puis apporter toute la minutie. Mais c'est qu'avec le temps, puis même dans le processus du tournage, je me suis rendu compte à quel point Claude se reflétait à travers ses œuvres, comme le font les artistes. Là. Ça devenait une expression de soi plus que jamais, notamment quand il parle de son angoisse, puis il me dit, il me parle à un moment donné, il parle de Van Gogh, puis je lui demande... mais puis il me parle de l'angoisse dans les yeux, puis je dis mais Claude, est-ce que tu es angoissé parce que c'est pas ce qui dégage ou ce qui a dégagé de tout ce que j'avais connu de lui jusqu'à ce moment-là. Puis il m'a dit oui. Puis là tout à coup, c'est comme si même le regard que moi je portais, puis que je pense que les gens qui regardent le documentaire portent, tout à coup, tu commences à dire attends une minute, qu'est-ce qui se dégage de ces œuvres-là que Claude n'a pas verbalisé. Puis à partir de ce moment-là, je pense que c'est davantage laisser aller à cette expression-là. Notamment vers la fin du documentaire, il y a une Camille Claudel qui, elle, n'a jamais été exprimée, qui est derrière une prison, derrière une espèce de grille de prison.
puis qui exprimait justement des états d'âme que Claude avait jamais exprimés. Puis bref, tout ça pour dire que moi aussi, je trouve qu'on sent une évolution d'un artiste. Puis on sent aussi l'exaspération de ses amis qui disent « Hey, t'as-tu fini de comme diminuer ton art, Marie Ekel, qu'on connaît tous comme passe-partout de notre enfance, qui dit « Hey, non, dis-le, t'es un artiste. » Moi, c'est un de mes moments préférés qui est drôle et ultra touchant parce que Claude fait « Bon, OK, je suis... » Il laisse aller. Il veut, bon, ben OK, je vais le prendre comme ça si les autres le disent. Ouais, exact. Toi, en faisant ce documentaire-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Ouais, ça, c'est une bonne question parce que même si tu sais, j'ai pas fait le documentaire en voulant apprendre quelque chose sur moi, mais c'est ça qui se passe à tout coup parce qu'il y a vraiment une introspection. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée de la carrière au complet de Claude Lafortune, de tout ce qu'il a fait, il y a l'émission Parcelles de soleil. Parcelles de soleil invitait des jeunes qui vivaient soit avec un handicap, avec une maladie, qui venaient qui avaient différentes origines. Puis Claude parlait à ces jeunes-là de manière très comme s'il s'adressait à des adultes, dans le fond. Mm-hmm. Puis il y avait une conversation très ouverte. Moi, je trouve que c'était avant-gardiste ce qu'a fait Claude. Et je trouve que c'était important pour la société. Puis je pense que ça a été important pour moi en tant qu'enfant. Je m'en rendais pas compte, évidemment, à l'époque, mais que je puisse voir des jeunes qui étaient différents de moi, puis de les comprendre, puis d'apprécier leur réalité, puis de développer de l'empathie, puis de développer... je sais pas, je parle pour moi, je sais pas si ça fait ça pour tout le monde, mais une bienveillance aussi, une compréhension. Puis il y a quelque chose qui a trouvé un écho en moi, parce qu'avec ce que je faisais comme journaliste à Radio-Canada, comme avec le précédent documentaire que j'avais fait avec 50-50, c'est j'avais aussi, je sentais qu'il y avait un parallèle où j'ai envie de redonner, j'ai envie que ce que je fais serve aux autres, que ce soit pas... Et donc, je me disais, bon, comment est-ce que je peux avoir cette espèce de générosité-là que Claude avait. Puis dans le fond, je pense que je le fais en racontant l'histoire de Claude, mais pour moi, ça m'a vraiment... C'est resté parce que je me dis, ben dans ce que je fais, je veux avoir toujours cette générosité-là avec dans ma création. Peu importe ce que c'est, là. Ouais. Mais pour moi, ça a été un gros choc parce que même Claude, je pense qu'il se rendait pas compte de l'impact qu'il y a eu. Puis je me suis rendu compte que des fois, c'est des petits gestes, des moyens gestes qui peuvent avoir un énorme impact parce qu'on a ensuite rencontré ces enfants-là. Donc, en fait, on a rencontré plein de jeunes qui aujourd'hui sont devenus des acteurs, des musiciens, des chefs d'orchestre. Puis tout ça a été un peu influencé par Claude qui les a mis en vedette. Oui. Mais moi, c'est tout ce moment-là, en fait, qui me faisait pleurer. De voir à quel point cet homme-là a eu un impact très personnel sur chacun de ces personnes-là. Puis je me disais, puis il comprend même pas à quel point il y en a encore plus qui ont pas exprimé ça parce qu'on l'a jamais rencontré, je l'ai jamais rencontré. Et ça m'a vraiment ramené ça à moi aussi, cette empathie-là, cette facilité qu'il y avait, cette personne-là, à être avec des gens, peu importe qui, et les rendait vraiment bien juste par sa présence. Puis ça me touchait beaucoup dans le documentaire et ça m'a aussi amené à me dire, il me semble qu'on a besoin de plus de ce genre de personnes-là. Mais ça m'a fait du bien de voir qu'il était comme ça, de le redécouvrir comme ça. Ça m'a fait du bien de savoir que cette personne-là existait aussi dans la vie de ces gens-là. Quand on me demande est-ce que j'ai des regrets par rapport au documentaire, non, je n'ai aucun regret. J'ai vraiment tout fait ce que je voulais faire. Évidemment, j'aurais souhaité que Claude voie la réaction des gens vis-à-vis du documentaire. Parce que effectivement, à l'annonce de son décès, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit parce qu'ils savaient que je faisais un documentaire sur Claude, puis qui m'ont partagé des témoignages, puis je me disais, Claude aurait aimé ça, savoir. Parce que même si on lui disait, et puis que je disais, regarde, il se passe telle chose, c'est comme s'il prenait pas la mesure de l'impact qu'il y a eu sur la société au sens large, pas juste sur des individus, mais l'ensemble des individus qui constituent notre société. Ben alors, il aurait été l'artiste aussi qui le faisait lui-même en sculpture, parce que plusieurs des artistes qu'il a fait en sculpture ne l'ont pas su de leur vivant, qui ont eu un impact. Exactement. Alors, Claude sera peut-être ça aussi, tu sais, dans le fond, il réalise pas tant durant sa vie, mais finalement, l'impact sera pour encore des années. Mais quand on regarde ce documentaire-là, on en comprend l'impact qu'il a eu.
qui Un m'a peu comme Van Gogh. Un peu C'est ça? il y a un parallèle, ouais. Oui, je trouve que le parallèle est intéressant. Mais tu en as parlé un petit peu tantôt. Alors, moi, j'ouvre la porte vers ton départ de Radio-Canada parce que pendant plusieurs années, tu as été chroniqueuse culturelle à Radio-Canada et je pense que c'est pendant ces moments-là qu'on se suivait justement, qu'on se parlait beaucoup. Et ton départ a été un élément déclencheur pour moi parce que je me suis dit, c'était magnifique comme place à avoir chroniqueuse culturelle. Et de l'autre côté, j'imaginais tout ce que ça impliquait. Ta décision s'est pas faite comme ça en un claquement de doigts et chacun ses expériences aussi. Je voulais t'entendre justement sur ce départ. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Oui, j'ai ça, mais il y a d'autres choses. Je pense que c'est une évolution naturelle des choses. Moi, je vais reculer un peu dans le temps, mais moi, j'ai eu à faire des sauts dans le vide un peu dans la mesure où j'ai fait de la danse, du ballet classique pendant longtemps. Puis, je sais pas, 18, 19, 20 ans, là, j'ai dû arrêter. Mais moi, c'est un peu comme, on parle des athlètes olympiques, là. Aux Olympiques, c'est tellement un investissement. Tu prends toutes des décisions, ce que tu manges, combien d'heures tu dors, tout est centré sur, dans ce cas-ci, sur ton art, qui est un art physique. Puis quand j'ai fait le saut dans le vide pour faire autre chose que je savais pas ce serait quoi, j'ai vécu vraiment, je savais pas quoi faire, j'étais perdue. Parce que je pensais que tu choisissais une chose dans ta vie puis tu étais ça pour le restant de ta vie. Puis j'ai compris après coup, quand j'ai découvert le journalisme à l'université, que non, tu pouvais devenir autre chose, que tu pouvais te réinventer. Mes parents ont fait la même chose. Mon père travaillait dans l'agroalimentaire, a décidé tard dans sa vie d'ouvrir une agence de voyage. Ma mère a décidé de faire son doctorat en psychologie à 50 ans. J'avais des modèles très forts de personnes qui avaient choisi de réorienter leur carrière. Pour moi, je pense que ça m'a donné la force de voir la vie aussi comme ça. Donc, quand j'ai commencé en journalisme, moi, j'étais une personne relativement timide. Le journalisme m'a complètement guérie. Et j'ai continué, j'ai commencé à Hawkesbury, je suis allée à Ottawa, je suis allée à Toronto, à Edmonton, je suis allée, puis ensuite, je me suis retrouvée à Montréal. Il y a toujours eu une croissance. J'ai toujours senti que j'évoluais dans ce milieu-là, que j'agrandissais mon carré de sable. Je suis allée au Festival de Cannes 2 ou 3 fois. Je suis allée sur le tapis rouge des Oscars, je pense 5 fois. Donc, il y avait tout le temps de nouvelles expériences enivrantes, extraordinaires. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que même si je multipliais le nombre de reportages, le nombre de directs, le nombre de personnes que j'interviewais, je faisais des émissions spéciales, je sentais plus que je grandissais. Oui, j'avais une belle vitrine, puis j'étais consciente du privilège que j'avais d'occuper ce poste-là. Mais en même temps, je me disais, moi, il faut que je continue de grandir. Puis je sentais qu'il fallait que je fasse un petit peu un pas de côté pour aller dans une autre direction. Donc, ça n'a pas été une décision qui a été prise du jour au lendemain. C'est vraiment toujours ce désir de me dire, c'est quoi la prochaine chose? Qu'est-ce qui va m'allumer puis qui va faire en sorte que je continue d'avancer puis que je ne fais pas du surplace. Donc, c'est un peu ça qui a motivé mon virage vers le cinéma dans des circonstances où j'étais en couple avec Denis Villeneuve, qui, lui, s'en allait faire un film en Hongrie pendant 7 mois. Puis c'est la conjoncture de tout ça qui a fait en sorte que je lui ai proposé de travailler avec lui. On ne savait pas si ça allait fonctionner, puis on s'est dit, la priorité, c'est notre couple. Mais moi, j'avais envie d'une nouvelle expérience, puis je sentais, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai étudié le cinéma à l'université, puis je me suis dit, on y va. Puis ça a été vraiment une décision extraordinaire parce que on travaille tellement bien ensemble, on a tellement de plaisir. J'ai trouvé un monde justement dans lequel je peux m'épanouir. Puis en marge de ce que je fais et que je faisais à l'époque avec Denis, c'est que j'ai aussi parti ma propre boîte de production où là, je suis devenue une entrepreneur. Donc, c'est ça, le souhait que j'avais de continuer de grandir, d'apprendre puis d'évoluer, j'ai réussi à le faire en quittant Radio-Canada. Est-ce que tu étais stressée quand tu as vraiment fait ce move-là où tu faisais confiance, tu te disais, peu importe, ça va, il y a quelque chose qui me tient là? J'ai toujours fait confiance à la vie, vraiment. Ça a l'air banal de dire ça puis ésotérique, mais en même temps, c'est que si on a peur, on prend pas de risques. Donc, je me disais, j'ai pris des risques par le passé, j'ai lâché la dent. Tu sais, j'avais vécu des gros changements comme ça. Donc, je me dis, je me suis débrouillée la dernière fois. J'ai au moins les outils
pour pouvoir retomber sur mes pattes, peu importe ce qui se produit. Quand j'ai quitté Radio-Canada m'a accordé une année sabbatique. Donc, je partais pour une année d'exploration, dans le fond, en me disant, ça se peut que je revienne. Mm-hmm. Mais au bout de cette année-là, je suis revenue puis j'ai dit, finalement, je vous aime, mais je m'en vais. Mais j'aime mieux qu'est-ce qui se passe dans mon évolution ailleurs. Est-ce que tu as parti tout de suite ta boîte justement de production ou ça a été encore là un sentiment de OK, il faut que je fasse quelque chose d'autre? Comment c'est arrivé ce développement-là? Non, la boîte de production, en fait, c'est arrivé avant que je décide de quitter Radio-Canada. J'avais déjà dans le collimateur l'idée de réaliser un documentaire. Je voulais travailler avec mon ami Laurence Trépanier, puis on se disait qu'est-ce qu'on fait, de quoi on a envie de parler. Puis on est allé cogner à la porte de certaines boîtes de production qui étaient toutes bonnes, mais c'est comme si on avait envie de faire nos armes dans ce monde-là, sans savoir à quel point ce serait une courbe d'apprentissage intense, là. Parce que quand je dis on fait le saut dans quelque chose qu'on apprend, c'est pas toujours le fun à apprendre parce que dans l'apprentissage, il y a des frustrations, il y a des erreurs. Puis donc, aujourd'hui, je me dis, ah oui, je suis tellement contente de l'avoir fait, mais en cours de route, on en a suivi un coup. Mais je suis contente de l'avoir fait parce qu'après ça nous a permis d'avoir une structure qui a permis de faire La Fortune en papier, puis pour peut-être d'autres projets. Mais ça, c'était réfléchi déjà avant que je parte de Radio-Canada, où je me disais, j'aimerais ça avoir justement l'autonomie de pouvoir faire des choses qui ne s'inscrivent pas dans un créneau de nouvelles. Puis quand je dis ça, c'est pas le créneau du bulletin de nouvelles qui est le problème, c'est plus la durée d'exploration. Parce que quand tu fais un reportage, tu as toujours un échéancier qui arrive très vite. Mais comme dans le cas de Claude Lafortune, faire des tournages sur 2 ans puis tu sais pas quand ça va finir, ça existe pas. Il faut vraiment être dans un monde plus de cinéma où on se dit, on se laisse porter par la vie, spécifiquement dans le documentaire, évidemment. Ça existait déjà avant que je quitte Radio-Canada. Quand tu es justement dans un mode de type, il y a des deadlines, il faut sortir des chroniques, il faut sortir et tout ça, et que là, tu arrives dans un autre milieu qui un timeline complètement différent, qui a ses exigences aussi, j'en suis très consciente, mais c'est comme un autre timeline. Tellement. Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans qui t'a surpris? Mais c'est tellement bon que tu mettes le doigt là-dessus parce que moi, ce que je disais, c'est que j'étais une sprinteuse puis je suis devenue une marathonienne. Ouais. Donc, c'est pas... Puis c'est vraiment la comparaison est juste dans la mesure où ça prend un différent souffle. Puis, tu sais, moi, je suis toujours encore, je veux dire, le rythme des nouvelles ne m'a pas quitté, là. Je suis quelqu'un qui, il y a quelque chose, il faut le faire le plus rapidement possible parce que de toute façon, il va y avoir autre chose qui va arriver. Oui. Mais c'est ça, des projets l'exemple de Dune, par exemple, tu sais, les premières fois où on a parlé de Dune, c'est vraiment à l'étape embryonnaire en 2016. On est rendu en 2021, puis le film va sortir là. Donc, puis dans ce processus-là, toute le processus d'idéation. Puis là, quand tu es sur un plateau de tournage, le tournage de Dune a duré plus de 100 jours. C'est long, 100 jours. Puis des fois, je me dis, c'est bientôt fini. Mais non, c'est un autre rapport au temps qui est bénéfique parce qu'ayant eu ce rythme-là de faire des reportages quotidiennement puis de changer de sujet quotidiennement, c'est de s'arrêter puis de s'intéresser à un sujet. Dans ce cas-ci, c'est le roman de Frank Herbert de 1965, puis de dire, c'est pas moi qui ai écrit le livre, c'est pas moi qui a écrit le scénario, par contre, ni qui a réalisé, mais j'ai plongé, je suis devenue une experte vraiment sur le long terme, puis une experte du processus de création de Denis, parce que moi, je l'accompagne vraiment dans tout son processus artistique. Il y a quelque chose de riche là-dedans. C'est ce que je disais par rapport à Claude Lafortune aussi, c'est la valeur du temps, de dire je peux passer 2 ans à réfléchir, à explorer, puis ça donne autre chose que le journalisme où tu commences le matin, puis à 18h, tu as ton reportage. Pour moi, ça a toujours été... je veux dire, il y a un dieu de la télé, là. J'admire tous les journalistes qui font encore ça. C'est tellement exigeant que tu dises, OK, je dois rejoindre les gens qui sont occupés, qui vont accepter de me parler pour livrer mon histoire avant la fin de la journée. Je suis contente de l'avoir vécu, puis je suis contente de vivre ça, de vivre justement le marathon maintenant. Ouais. Je pense qu'un a nourri l'autre. Oui, c'est ça. Probablement que l'expérience que tu as eue en télé amène énormément de solidité après ça en cinéma, mais justement, le saut que tu as fait avec, c'était Blade Runner, que vous êtes parti. Tu parles d'une cinéphile, évidemment. Moi, ce film-là a marqué ma vie. Le premier a marqué ma vie, m'a
trop donné le goût de m'en aller en cinéma. Je l'ai écouté je sais pas trop combien de fois. Et quand j'ai su que tu travaillais là-dessus, j'étais comme, oh my God, tu vas avoir l'opportunité de décortiquer justement cet univers-là et d'être très près de cet univers-là. Comment, toi, c'est quoi ton rôle justement dans tout ça? Tu es productrice exécutive. En quoi ça consiste, ce rôle-là? Ben, mon rôle a évolué. Quand j'ai commencé, j'étais l'adjointe de Denis. Donc, c'est vraiment comme... c'était commencé à la base, là. C'était de s'occuper de son calendrier. Puis, au fur et à mesure que mon travail... je travaillais à la fois sur la post-production de Arrival puis la pré-production de Blade Runner, donc qui se passait en même temps. Puis, plus le temps avançait, plus... je me suis rendu compte de ce que je pouvais contribuer à l'équipe puis au processus de Denis. Donc, c'était beaucoup de, tu sais, les équipes, c'est des centaines de personnes. Puis souvent, c'est de transmettre l'information à des centaines de personnes. S'assurer que la vision de Denis soit communiquée. Des fois, c'est des détails, mais je te donne un exemple sur Dune. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais je te le donne pareil. Mais tu sais, en fait, c'est parce que c'était marquant parce qu'on se réveille un matin, puis l'histoire de Dune se passe dans le désert. Et puis Denis, il me dit, moi, je rêve que les personnages qui atterrissent d'une autre planète sur Dune, la planète désertique, sortent et qu'il y ait un joueur de cornemuse. Puis je suis comme, bon, OK. Donc, lui, il vient de me dire ça. On s'en va sur le plateau. Il tourne une autre scène qui n'a rien à voir avec cette scène-là qu'on tourne dans 2 semaines. Donc là, moi, je m'organise pour mettre tout en branle, pour parler aux bonnes personnes, pour qu'on trouve un joueur de cornemuse en Hongrie où on tournait. Et 2 semaines plus tard, il y avait un joueur de cornemuse sur le plateau. Donc, je donne un exemple précis parce que c'est comme, les gens me disent, ouais, mais tu fais quoi? Mais c'est beaucoup ça. C'est un travail de communication, un travail de gestion de personnel, un travail de supervision. Moi, je supervisais aussi ce qu'on appelle la second unit. Je sais pas ce que je dois avoir un beau terme. La deuxième équipe? La deuxième équipe, oui, d'accord. Et donc, c'est l'équipe qui tourne beaucoup les cascades, les scènes avec les hélicoptères, qui ne nécessitent pas un travail avec les acteurs dans les rôles principaux. Donc, il y a souvent des figurants, il va y avoir des effets visuels que Denis n'a pas besoin de superviser parce que c'est ça, il y a une autre équipe qui peut se charger de ça. Tout ça est décidé d'avance, il n'y a rien d'aléatoire. Mais moi, j'allais avec cette équipe-là pour m'assurer que ce qu'on tournait allait s'inscrire dans le montage de ce que Denis, lui, avait tourné avec Greg Fraser et son équipe. Donc, moi, j'ai adoré ça parce que c'était encore une fois, ça revient à s'assurer que la vision de Denis soit respectée puis qu'au final, quand on arrive à Los Angeles où on montait le film, qu'on avait tous les éléments dont Denis avait besoin et son monteur Joe Walker pour faire le film qu'on va voir à l'écran cet automne. Fait que t'es vraiment dans les petits détails. Est-ce que Denis sait, quand il dit quelque chose de même en se levant le matin, je veux un joueur de cornemuse, qu'il sait que toi, tu vas faire comme, OK, parfait, je prends l'information puis je l'ai fait arriver, ou il te lance ça comme ça tout d'un coup dans l'univers, puis peut-être ça arrive pas. C'est quoi les latents? Non, ça, c'est assez clair, en fait, parce que il sait que s'il me dit quelque chose, moi, je vais demander, je vais dire, OK, est-ce que c'est juste un rêve ou tu veux que ça se passe? Parce que les équipes de cinéma américains, si tu demandes quelque chose, tu vas l'obtenir. Donc, il faut faire attention à ce que tu demandes parce que si tu ne pas vraiment quelque chose, mais que tu le demandes, tu vas le recevoir quand même. Okay. Et c'est déjà arrivé, tu sais, des fois, tu demandes un truc, puis là, il t'arrive, tu sais, quelque chose de banal comme, je sais pas, une collation, puis tu arrives avec 4 caisses, puis tu fais comme, oh non, c'est pas ça. Donc, il y a vraiment comme, c'est des équipes là, qui sont rodées, mais c'est juste que effectivement, si tu demandes quelque chose, les équipes vont te le livrer. Bon, ça fait. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça, mais c'est ça, fou. Mais tout ça pour dire que la relation entre Denis et moi est très claire dans la mesure où s'il me dit je veux ça, puis je dis OK, je m'en charge, c'est sûr que dans 2 semaines, à moins qu'il y ait vraiment des raisons où c'est impossible, ce qu'il a demandé, il va l'obtenir pour l'avoir devant l'écran. C'est toujours dans l'optique de raconter une histoire de la manière la plus efficace, poétique, cinématographique. C'est énorme, les structures dans lesquelles on s'inscrit dans ces équipes-là qui sont gigantesques, ce que ça prend comme ressources physiques, humaines. Je pense quand on est allé tourner en Jordanie pour Dune, il y avait 800 personnes qui travaillaient sur le film.
Puis là, on parle de la construction, créer des routes dans le désert pour pas que les camions restent pris. Donc, il avait créé des routes temporaires, des logistiques absolument incroyables. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes fan de Femmes de Fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Parlons de Dune, justement, et comment ça se passe présentement, parce que, encore une fois, pour être cinéphile, j'ai suivi un peu de quand est-ce que ça va sortir, et qu'est-ce que c'est, puis parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, toutes les réglementations, c'est éprouvant pour tout le cinéma au complet et tous les gens dans le milieu artistique. Puis Dune était extrêmement attendu. Puis là, tout d'un coup, c'est repoussé, c'est remis, c'est ci, c'est ça. Puis là, finalement, il y a la date, le 22 octobre, qui est officielle. C'est là le lancement. Tu me disais que t'es dans 2 semaines, t'as la première. Est-ce que tu y crois ou tu te dis, bon, qu'est-ce qui va arriver encore? Oui, j'y crois, mais je suis flexible. Je pense que ce qu'on a appris depuis un peu plus d'1 an et demi, là, c'est que bon, on peut se faire des projets, des plans, mais s'attendre à ce que justement que ça arrive pas tout à fait comme ce qu'on souhaite. On vient de lancer la deuxième bande-annonce. Il y a une réaction. On sent que les gens ont envie de se faire raconter des histoires et je le souhaite, espère retourner dans les salles de cinéma parce que ce film-là, je trouve qu'il y a quelque chose de viscéral. Oui, c'est la bonne façon. Il y a quelque chose de viscéral, puis que de le voir sur un grand écran sans distraction dans une espèce de boîte noire avec d'autres humains, puis de partager ces émotions-là. Je sens que c'est un film qui a ce potentiel de rassembler les gens, de créer un espace où on vit quelque chose ensemble plutôt qu'individuellement chez nous. Ce qu'on a beaucoup fait, tout le monde. Oui. Je pense aussi l'anticipation depuis 1 an de se dire, bon, c'est pas maintenant, quand on était en décembre 2020, puis de se dire, bon, là, ça y est, on y va. Est-ce que ça va changer pour X, Y, Z raison? Peut-être. Mais aujourd'hui, on se parle et je te dis que j'y crois et que j'espère qu'on va pouvoir progressivement retourner dans les salles de cinéma pour voir ce film-là. Puis si vous avez le choix entre le voir sur IMAX ou pas, là, allez le voir en IMAX. C'est nous, ce qu'on a vécu en allant tourner dans le désert, on le vit au grand écran. Puis IMAX permet cette espèce de voyage-là. Je suis vraiment excitée, là. Je suis tellement... je suis à la fois biaisée puis je vends ma salade comme ça, là, mais je suis vraiment... Je te parle de mon cœur, là. C'est un film qui est vraiment enivrant. Différent de Blade Runner? Différent, oui. Je vais dire, je pense qu'il est plus... Pas pour dire que Blade Runner n'était pas accessible, mais Blade Runner, c'est un monde très spécifique. Tu parlais du premier film, il y avait vraiment... c'était la suite de cet univers-là dans un monde très unique avec un ton envoûtant, là. Il y a quelque chose vraiment... Moi, j'adore ce film c'est un film sublime avec la direction photo de Roger Deakins qui a obtenu son premier Oscar après avoir obtenu 18 nominations. Il a fait un travail extraordinaire, puis la distribution avec Harrison Ford, Ryan Gosling. Mais là, il y a quelque chose de... La distribution, c'est une gang super le fun. Jason Momoa, qu'il soit dans son personnage ou pas, c'est une explosion d'énergie qui a amené quelque chose de très amusant sur le plateau. Timothée Chalamet, est adorable. Il savait qu'il y avait une grande responsabilité à incarner le personnage de Paul Atreides, qui est le personnage principal du livre et donc le personnage principal dans le film. Donc, il y avait un focus aussi. Il était concentré puis vraiment investi. Puis on a des femmes extraordinaires, Rebecca Ferguson qui joue Lady Jessica, Charlotte Rampling, oh my God. Ce qui est extraordinaire, c'est que Charlotte Rampling joue un personnage qui s'appelle la révérende mère Hélène Mohiam, qui, en fait, elle avait été approchée par Jodorowsky,
qui, dans les années 70, l'avait approché pour jouer le rôle de la mère de Paul Atreides. Et que là, Denis, sans le savoir, l'a contacté pour jouer ce rôle-là. Donc, c'est comme si la boucle se boucle. Ah, c'était dû dans son parcours créatif. Ouais, qui est un personnage formidable. Je pourrais te parler, on a une distribution incroyable. C'était pas ça ta question, mais c'est juste que je m'emballe parce que c'est comme quand je commence à parler de un ou de une, je me dis, ah oui, mais il y a tel autre, il y a tel autre, il y a tel autre. On a vraiment, il y a quelque chose. Mais tu m'as pas parlé de Zendaya. Zendaya. Mais Denis cherchait quelqu'un de très spécifique pour le rôle de Chani. Quelqu'un qui allait pouvoir être à la fois comme une princesse du désert, mais aussi, j'ai le mot fighter, parce que les Fremen dans le film, c'est une des Fremen, c'est des combattants, c'est des guerriers. Donc, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui était capable d'avoir cette énergie de la princesse et de la guerrière. Puis Zendaya a tout ça et bien plus encore. Puis nous, on l'a rencontré juste avant la sortie de la série Euphoria. Je sais pas si tu as vu, mais c'est extraordinaire. Oh, son personnage est d'une complexité, d'une richesse qui nous a vraiment... nous, on l'a vu juste avant que ça sorte pour voir justement c'était quoi son prochain projet. Puis Dune s'inscrit là-dedans dans justement un personnage qui a du mystère, je veux dire ça. D'accord. Tu piques ma curiosité. Et ça, je trouve ça extrêmement fascinant de t'entendre parler des acteurs parce que le processus créatif dans une grosse production de même, je me dis, ça doit être impressionnant. Il y a tellement de choses à penser, les effets spéciaux, la musique, le son, que il faut que eux soient extrêmement bien appuyés de par l'équipe, de par votre équipe pour être sûr que on s'en va-tu à la bonne place, là? Parce que ça peut être tellement impressionnant d'avoir plein de choses autour de nous qu'on en oublie peut-être juste le sens de est-ce que l'émotion passe à l'écran? Est-ce que on arrive à transcender l'écran finalement avec ce qu'on veut vraiment avec l'acteur? Mais tu vois, ça, justement, c'est le travail que je fais puis qui, je pense, contribue à ce qui se produit devant l'écran se passe bien. Je veux pas me lancer des fleurs, là. Tous les membres de l'équipe sont importants dans ce processus-là, mais c'est que les acteurs se sentent, comme tu dis, en confiance, qui se sentent qu'il y a un cadre, qui se sentent appuyés. Denis travaille toujours avec Donald Mowat, qui est le chef du département du maquillage coiffure. Donc, quand les acteurs-actrices arrivent à 4 heures le matin, puis que la première personne qui est dans leur visage en train de leur appliquer du maquillage, c'est Donald Mowat, qui est d'ailleurs un Montréalais, qui est quelqu'un de vraiment formidable, de doux et qui a une écoute extraordinaire. Mais là, tu te dis, les acteurs commencent leur journée sur le bon pied. Donc, tu sais, ça commence là, ça commence avec ça commence avec les relations humaines. Donc, c'est ça, c'est de s'assurer que les acteurs soient bien pour que quand ils arrivent sur le plateau, qu'ils soient disposés à livrer une performance. Puis après ça, il y a tout le travail que Denis fait. Moi, ça m'a toujours fasciné, autant sur... moi, je suis allée sur son premier plateau, c'était sur Arrival, de le voir donner des indications après une prise que j'entends pas, parce qu'il parle tout doucement. Tout ça. Puis là, ils reprennent la scène. Puis là, tout à coup, il se passe quelque chose, mais il joue pas, c'est subtil. C'est pas une grosse transformation de la scène, mais dans la subtilité, tu fais « Ah, mon Dieu, c'est plus vrai ». Tout à coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui explose à l'écran, puis tu fais « Ah ben, c'est ça ». Puis là, quand moi, je pense que « Ah ben, ça, c'est parfait », il en redemande une autre, puis il l'améliore encore. Donc ça, c'est le travail qu'il fait, qui est un travail de minutie, qui est vraiment fascinant à observer, puis que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'occasion de voir, en fait. Est-ce que ça met une pression sur votre couple, cette relation-là? Non, du tout. Du tout, c'est le contraire, en fait, ça nourrit. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah ben, vous devez tout le temps parler de travail », puis non, on parle de travail quand on est en tournage, puis c'est intense, puis on a des journées qui finissent plus, parce que même si on a fini de tourner, ben il y a de la préparation pour le lendemain, etc. Non, je pense que ça nous a juste rendu plus forts. Moi, j'avais pris, en écoutant le documentaire de La Fortune en papier, j'avais pris un message de Claude Lafortune, je me suis dit, OK, il faut que je pose cette question-là à Tania, je ne sais pas à quel point tu l'as ressenti ou que tu y as pensé, mais Claude Lafortune disait, le plus important, ce qui est transmis par Claude Lafortune, c'est de suivre sa passion et de croire en sa voix intérieure. Est-ce que tu as suivi ta voix intérieure? Oui, sans aucun doute. Puis, tu sais, c'est la voix intérieure, oui. Il y a comme...
Puis plus encore aujourd'hui avec l'âge, tu sais, je me dis, cette voix intérieure-là, plus je l'écoute, plus je me retrouve là où je veux être. Parce que je pense que, tu sais, quand j'étais plus jeune, je prenais peut-être des décisions parce que je me disais, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, je me dis, non, il faut que je suive ça, même si c'est pas, je vais dire logique, là. Des fois, tu te dis, non, il faut que si je sens que ça, c'est ce que la décision que je dois prendre, ben, tu sais, selon toute proportion gardée, là, on s'entend. Mais oui, j'ai écouté ma voix. Puis, en fait, tu dis ça, puis tu sais, Claude Lafortune, c'est extraordinaire. Il a fait sa carrière avec des ciseaux, du papier puis de la colle. Alors que les gens disaient, ouais, où si tu t'en vas, Lafortune, lui qui disait ça, où si tu t'en vas avec tes papiers puis tes ciseaux. Il a fait une carrière. Personne d'autre avant lui avait fait ça. Et à ma connaissance, personne d'autre a fait ça dans le contexte de la télévision avec des enfants puis d'avoir cette notoriété-là dans la société. Il a suivi sa voie et il s'est jamais dit c'est pas populaire le papier, je vais aller faire des sculptures de marbre. Donc il y a vraiment un mot, un message qui est fort, comme tu dis. C'est peut-être le message le plus important, c'est de se dire moi puis je dis pas, il faut faire la distinction entre la voix intérieure, parce que la voix intérieure, ça peut être l'ego aussi. Il faut pas que l'ego prenne trop de place. Je pense qu'il faut se poser la question si on fait les choses pour les bonnes raisons. Cette voix-là intérieure, si elle est guidée par faire les choses pour les bonnes raisons, ça, je pense que c'est la bonne voie. Mais des fois, c'est dur, parce que des fois, tu fais, c'est-tu mon ego ou c'est pas mon ego? Mais bon, donc on travaille pour départager tout ça. Ouais. Mais tu as la conscience que c'est-tu mon ego? C'est pas mon ego. Déjà là, c'est une bonne c'est une bonne réflexion à avoir. Puis je trouve ça intéressant le fait que tu fasses des documentaires et qu'il y a des livres aussi qui vont suivre les films que tu fais. Donc, tu as fait un livre sur Blade Runner, tu as fait The Art and Soul qui va sortir aussi de Dune. Puis je disais même qu'il y a une trame sonore qui accompagne ce livre-là. Voyons. Peut-être en quelques mots, juste m'expliquer pourquoi c'est important pour toi de faire ces livres-là, parce que j'adore les behind the scenes. Quand on écoutait les DVD dans le temps, j'écoutais les behind the scenes. Est-ce que c'est un peu ça ou pas du tout? Tu essaies d'avoir une autre vision avec ces livres? Premièrement, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Donc, quand l'opportunité s'est présentée pour écrire Blade Runner, le livre sur le making-of de Blade Runner, c'était un rêve qui se réalisait, là, j'y croyais pas. Puis moi, j'avais un regard tout neuf sur le monde du cinéma. Puis je me disais, j'ai un accès extraordinaire, ayant été journaliste toute ma vie. Là, tout à coup, c'est comme si j'avais accès à tout ce que j'aurais souhaité à l'époque où j'étais journaliste. Puis je me suis rendu compte du talent et du travail de tous les membres de l'équipe. Puis j'ai voulu partager cette expertise-là. Je voulais les mettre en valeur parce qu'on parle beaucoup des acteurs, de ce qu'on voit à l'écran, mais on ne parle pas de ceux qui travaillent dans l'ombre. Puis c'est un peu ça que j'ai fait comme journaliste aussi, c'était d'élever des voix. Puis je trouvais que je pouvais le faire avec ce livre-là sur Blade Runner. Donc, quand on m'a posé la question d'écrire un autre livre, parce que j'ai écrit 2 livres sur Blade Runner. Puis là, quand on m'a demandé pour Dune, ça allait de soi parce que j'avais observé tout le processus, puis j'avais un regard plus aiguisé aussi. Puis je me suis dit, je trouve que ça permet d'offrir une reconnaissance aussi aux gens avec qui on travaille, qui sont les meilleurs dans leur domaine. Puis là, en plus, j'ai écrit, tant qu'à être lancée, j'ai été approchée pour écrire un livre sur Arrival. Donc, je suis en train de le finir en ce moment, un livre qui va probablement être publié au début de l'année prochaine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Arrival est sorti en 2016, et donc c'est 5 ans plus tard que je porte un regard sur non seulement comment le film a été fait, mais son impact depuis 5 ans. Et ça donne vraiment une autre couche de lecture qui est super intéressante. Donc, tu sais, ce que j'aime avec ces livres-là, c'est juste de pouvoir partager ces secrets de plateau-là, parce que comme toi, moi aussi, j'adorais regarder les making-of pour voir comme qu'est-ce que je remarque pas. Parce qu'en fait, ça permet de retourner voir ces films-là puis de les apprécier davantage. De dire j'avais pas remarqué telle chose. Là, je comprends que c'est telle personne qui a eu l'idée pour tel détail qui joue un rôle important, même si c'est quelque chose qui a un impact sur notre subconscient.
ben, ça demeure que c'est important, ce détail-là. Oui, puis c'est d'avoir aussi une note personnelle des gens de l'équipe qui ont mis, comme tu dis, un message, que ce soit le réalisateur, que même au niveau de la lumière, au niveau du son, pourquoi c'était important le montage, que ça soit fait comme ça. Puis c'est ce qui crée qu'après, quand on écoute le film, on a ces émotions-là, mais on comprend pas pourquoi. Puis là, finalement, en les décortiquant, tu fais, OK, c'est parce que tous ces gens-là ont un incroyable talent et mis ensemble, ça fait ces films-là. En tout cas, moi, c'était ça qui me fascinait. Puis qui ont la générosité de partager leurs idées puis leur processus. Puis je me dis, pour des jeunes qui veulent aller en cinéma, qui étudient en cinéma, il y a aussi là, je pense, une abondance d'informations qui peut leur servir dans leur domaine respectif. Donc, c'est un peu aussi dans cette optique-là. C'est que de continuer à faire avancer la machine cinématographique dans le sens large, tu sais, que on puisse continuer à redonner aux générations à venir. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, justement, qui veulent s'en aller en cinéma? Ou peu importe, on parle des jeunes, mais peu importe les gens qui aimeraient peut-être te toucher à ce monde-là, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est une bonne question. Moi, j'ai souvent posé la question, puis, tu sais, moi, mon chemin est passé par le journalisme. Donc, je me dis, ben en fait, il y a plein de chemins pour se rendre au cinéma. Il n'y a pas juste une trace, puis j'en suis la preuve. Moi, je pense que pour vouloir travailler dans le cinéma, il faut regarder le cinéma, faut voir des films, faut s'intéresser à ce qui sort maintenant, faut s'intéresser à ce qui est sorti en 1965. Faut comprendre l'évolution du cinéma pour vraiment pouvoir apporter une appréciation puis nourrir le travail des autres, parce que qu'on veut être réalisateur ou pas, qu'on soit directeur photo, je pense que tout le monde doit contribuer au processus de raconter une histoire. Moi, c'est ce que j'observe dans les films de Denis, c'est que tout le monde apporte son bagage, contribue à rendre les films meilleurs. Donc, moi, je dirais juste, si vous avez un appel et que votre petite voix qui n'est pas nourrie d'ego, qui va faire les choses pour les bonnes raisons, ben, vous allez trouver le chemin. Vous allez trouver le chemin en vous intéressant au monde du cinéma. Vous allez commencer à rencontrer des gens qui travaillent dans le monde du cinéma. C'est beaucoup à travers ces relations-là que les portes s'ouvrent. Je pourrais continuer longtemps avec toi, Tania, mais c'est important pour moi de finir avec c'est un nouveau questionnaire que j'ai pour cette saison-ci. Alors, dis-moi, aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? Ben, après t'avoir parlé de mon cheminement, j'ai de la gratitude pour tous les gens qui m'ont soutenue dans mon parcours. Il y a des gens qui ont cru en moi plus que moi j'ai cru en moi. Puis je suis reconnaissante pour ces gens-là qui m'ont soutenue. Puis aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose pour d'autres. Quel est le meilleur avis que tu as eu? Quand j'ai commencé à Radio-Canada à Montréal, j'interviewe Marcel Béliveau qui avait fait tous les surprises, puis je me disais, mon Dieu, c'est donc extraordinaire que vous ayez fait ça, parce que c'était toujours des concepts abracadabrants qui nécessitaient une logistique et un secret entourant toute cette logistique qui était extraordinaire. Puis j'étais vraiment fascinée. Puis après l'entrevue, je le raccompagne à la sortie de Radio-Canada. Puis il dit, Tania, j'aime beaucoup ce que tu fais dans tes chroniques le matin. J'étais à RDI matin à l'époque. Mais il dit, mais je veux juste te dire, la vie est moins compliquée que tu penses. Puis là, je me suis dit, parce que moi, là, je voyais surprise, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je serais jamais capable. Puis lui, ce qu'il est en train de me dire, c'est t'es capable. C'est accessible. C'est pas si compliqué que toi, tu montes ça. Puis, tu sais, je sais pas s'il se rendait compte à quel point ça allait avoir un impact. J'étais frisson, je t'en parle, parce que je me suis, par la suite, dit, OK, c'est pas si compliqué. Puis effectivement, des fois, il s'agit juste de s'entourer des bonnes personnes pour réussir un projet, mais c'est pas si compliqué. Le moment dont tu es le plus fier? Ça, c'est difficile. Je sais pas, ça se bouscule dans ma tête. J'ai tellement eu des beaux moments. On dirait que c'est drôle, hein? Ma réaction, c'est de dire, c'est quelque chose de professionnel qui me rend le plus fier. C'est l'équilibre que j'ai trouvé dans ma vie, je pense. Ben, l'équilibre, je parle d'avoir atteint. Je pense que le bonheur, c'est un choix. Là. Puis je pense que j'ai trouvé les ingrédients pour créer un bonheur. Donc ça, je pense que c'est ça qui me rend le plus fière. C'est quoi tes ingrédients? C'est d'aimer ce que je fais, de continuer d'apprendre, de grandir, d'avoir une relation amoureuse qui est saine, qui me remplit, une vie familiale qui est riche. Je sens que
ça revient aux gens qui m'entourent. Je sens que je suis entourée d'amis qui sont formidables. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Oui, je suis en train de lire Sa parole contre la mienne de Christine Brouillet. Mm-hmm. Et en terminant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Femme de fer. C'est drôle parce que j'ai dit, je participe à un podcast qui s'appelle Femme de fer, puis il dit, mais t'es pas une femme de fer, toi, t'es douce. Je comprends ce que ça veut dire. Pour moi, il y a une solidité. Il y a quelque chose une solidité pour affronter les défis, pour prendre sa place, pour pas se laisser ébranler. Donc, c'est un peu comme ça que je vois ça, femme de fer. Mais si je fais écho à ce que mon chum me dit, je pense que dans mon cas, la force pour moi, elle doit s'accompagner de la sensibilité puis d'un équilibre, justement. Moi, c'est comme ça que j'évolue dans la vie. Puis je pense que quand j'étais jeune, j'essayais d'être forte. Puis des fois, j'aurais pu avoir plus de souplesse. Alors, j'essaie d'avoir de la souplesse aussi, autant que de la force. En terminant, là, présentement, ça en vient. Est-ce que j'ai le droit de te demander, est-ce que vous travaillez sur d'autres projets? Toi, personnellement, en équipe avec ton chum? Honnêtement, ce qui occupe nos vies, c'est la première du film. Puis la première du film, c'est à Venise, mais après ça, on s'en va à Paris. Puis là, je dis ça, puis c'est comme 2 jours ici, 2 jours là. Puis on s'en va à Toronto. Puis après ça, on revient à Montréal. Puis après ça, on a d'autres sauts de puce un petit peu partout. C'est ça qui, en fait, nos horaires sont ouverts pour ça. Parce que en plus, avec la pandémie, on se prépare à toute éventualité selon les horaires qui peuvent changer. Il y a d'autres projets, mais qui sont trop embryonnaires en ce moment c'est pas que c'est secret ou c'est juste que c'est ça, c'est pas ancré dans rien de concret encore. Donc, tu les laisses venir, dans le fond, les projets. Ouais. Mais j'ai toujours des idées, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a toujours plein de choses qui bouillonnent, puis après ça, tu vois ce qui va se solidifier, se cristalliser, puis auquel on peut s'accrocher pour la suite des choses. Mais c'est sûr que Denis et moi, on aimerait faire un Dune 2. Alors ça, on verra pour la suite des choses. Oui, parce que c'est quand même une grosse discussion, le Dune 2, pour plein de raisons. Parce que le milieu du cinéma, on n'a pas parlé, mais a extrêmement évolué durant la dernière année. Puis, juste en toucher un mot sur le streaming, sur toute la façon différente, comment on a consommé le cinéma, et ça impacte aussi ce genre de production-là. Est-ce que tu en vois une évolution, toi? Comment tu l'approches, cette évolution-là? Je pense qu'on est tous en mode observation parce que les choses sont pas de retour à la normale dans la mesure où les salles peuvent seulement être à 50% d'occupation ou en tout cas, selon les pays, ça varie. Tous les films qui ont été retenus de 2021 ne sont pas encore sortis. Les James Bond, les Venom, donc il y a comme l'écosystème a jamais été comme ça. Puis l'écosystème continue de bouger. Il y a des films qui changent de date encore. Donc, puis il y a aussi toute la dimension de streaming. Je pense que le streaming est important, est au cœur de nos vies, surtout dans la dernière année. Il nous a donné accès à des films qu'on n'aurait pas pu aller voir parce que tous les cinémas étaient fermés. Mais je pense que l'expérience du cinéma versus du streaming, j'en parlais pour Dune, il y a des films qu'on va continuer de vouloir aller voir, je l'espère, au cinéma. Donc, moi, je suis allée voir La déesse des mouches à feu dès que j'ai pu, quand les salles de cinéma ont ouvert leurs portes. Puis, je suis contente de l'avoir vu au cinéma. J'aurais pas voulu le voir en streaming. Puis, c'est ça, ça revient à cette expérience commune. Quand les concerts vont recommencer, les gens diront pas « Hey, je vais rester chez nous pour écouter un album plutôt qu'aller voir un spectacle. » Ben non, tu vas aller voir un spectacle parce que tu vas vouloir vivre cette expérience-là avec d'autres gens. Puis, être dans un événement. On a un peu perdu ça dans nos vies, les événements. Alors, moi, je pense que l'appétit pour tout ça va revenir. Merci beaucoup, Tania, pour ton temps aujourd'hui. Pour les gens qui veulent aller voir Dune, eh bien, ça sort le 22 octobre. Pour les gens qui veulent voir le documentaire de La Fortune en papier, moi, je l'ai écouté sur tout.tv, mais est-ce qu'il y a d'autres façons prochainement de le voir? Pour le moment, c'est tout.tv extra et je suis ravie que Claude puisse avoir cette plateforme-là pour qu'il y ait plus de gens qui puissent voir le film, qui le redécouvrent, Claude Lafortune. Bien, je vous souhaite bonne chance dans cette drôle de lancement.
Ça va revenir dans nos vies. Oui, puis ça va revenir dans nos vies, puis ça va faire du bien de voir ça aussi, de revenir dans ce mode-là de création et de cinéma. Merci beaucoup, beaucoup, Tania, pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.